Bonjour, ceci est la leçon 12 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous avons vu dans la leçon précédente que, après la guerre de 1948, des armistices ont été signés à Rhodes entre Israël d'une part et l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Ces armistices ont été signés entre le mois de février et le mois de juillet 1949. Au lendemain de ces armistices, beaucoup d'observateurs et même certains des hommes qui ont participé à la négociation de ces accords d'armistice ont pensé que ça serait suivi assez rapidement par un traité ou des traités de paix. L'armistice avec l'Égypte, qui est le premier, qui est signé en février 1949, mentionne qu'il vise à favoriser le rétablissement d'une paix durable en Palestine. Nous savons que ces accords d'armistice et les lignes d'armistice déterminées par les accords d'armistice de 1949 vont durer très longtemps, mais quand elles ont été établies, elles ne l'ont pas été avec l'idée que c'était des lignes des frontières définitives. Et beaucoup d'observateurs ont pensé que le résultat de cette guerre déboucherait assez vite sur un accord de paix. Et effectivement, il y a eu en 1949 et 1950 deux tentatives de règlement. D'abord, une tentative de règlement global du conflit, une conférence de la paix qui siège à Lausanne, en Suisse, à partir du mois d'avril 1949. Dans cette négociation, les gouvernements arabes qui y participent n'invitent aucun représentant des Palestiniens. Les Palestiniens sont maintenant complètement marginalisés du point de vue des décisions politiques. Le problème de la Palestine reste important, mais ce sont les États arabes, les gouvernements arabes qui se considèrent comme en charge de ce problème. Ces gouvernements arabes demandent le retour de tous les réfugiés provoqués par la guerre de 1948. Les Israéliens déclarent qu'ils pourraient en accepter 100 000 et avec en fait des difficultés, c'est plutôt un maximum, ça pourrait être moins que ça. Vous vous souvenez qu'il y a plus que 700 000 Arabes de Palestine qui sont devenus des réfugiés à la suite de la guerre de 1948. Les gouvernements arabes pourraient peut-être accepter qu'on applique maintenant le plan de partage de 1947, c'est-à-dire que les Israéliens se retirent de tous les territoires qui, d'après le vote de l'ONU de 1947, étaient attribués à un État arabe. Mais ils ne sont pas unanimes là-dessus. Le gouvernement égyptien a des revendications territoriales importantes. Il voudrait occuper presque tout le Negev, c'est-à-dire tout le sud d'Israël d'aujourd'hui, qui est un territoire presque désertique, mais pas complètement désertique, pour avoir une frontière commune avec la Jordanie et avec les États arabes plus à l'est. Dans cette négociation, l'obstacle principal, c'est celui des réfugiés. Bon, les revendications territoriales égyptiennes, l'Égypte pourrait y renoncer. Les Israéliens font comprendre qu'il n'est pas question pour eux de quitter quoi que ce soit des territoires qu'ils ont conquis dans la guerre de 1948. C'est la question des réfugiés qui apparaît comme le blocage principal à un obstacle. Les résolutions de l'ONU, plusieurs résolutions adoptées par l'ONU à l'époque, demandent le retour des réfugiés de là où ils sont partis, de là où ils ont été chassés. Les Israéliens prétendent à cette époque-là, n'est-ce pas, que ce sont les gouvernements arabes qui sont responsables de cet exode de réfugiés, avec l'argument faux que ce sont les gouvernements arabes qui les ont appelés à partir, dont nous savons que c'est faux, avec l'argument
moins faux mais contestable que ces réfugiés, ils sont les conséquences de la guerre et que c'est les États arabes, en déclenchant cette guerre, qui sont à l'origine du problème. Nous avons vu que dans la leçon précédente que l'expulsion des gens par les Israéliens dans les territoires palestiniens était commencée bien avant le 15 mai 1948 et donc bien avant l'entrée en guerre des États arabes. Ces éléments de polémique ne sont pas les plus importants pour comprendre le problème. La revendication de retour, la demande de retour des réfugiés palestiniens, elle est à la fois juridiquement valide, elle est à la fois soutenue par le droit international et par des résolutions de l'ONU adoptées à l'époque, elle est politiquement irréalisable. Les Israéliens, nous l'avons vu très rapidement à la fin de la leçon précédente, ont été capables d'agir envers la minorité d'Arabes qui restent sur leur territoire après la guerre et qui sont environ 10% de la population d'Israël. Ils sont capables d'agir envers eux d'une façon qui n'est pas trop injuste et notamment de leur reconnaître la citoyenneté et le droit de vote. Les Arabes israéliens votent pour élire des députés au Parlement à Jérusalem. Et cette possibilité changerait évidemment complètement si au lieu d'être 10% de la population, les Arabes étaient 40% de la population d'Israël, ce qui serait le résultat démographique si tous les réfugiés de 48 revenaient. Ou bien les Arabes vivant en Israël seraient traités de façon beaucoup plus injuste et beaucoup plus discriminatoire que l'ont été les Arabes israéliens effectivement après 1949, où leur présence aurait abouti à la destruction de l'État d'Israël. Et la demande de retour des réfugiés est vue par les Israéliens comme un moyen pour les Arabes d'obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu par la guerre, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël, et il est tout à fait possible que pour certains des Arabes qui demandent ce retour des réfugiés, en argumentant que cette demande elle est juridiquement justifiée, ce qui est vrai, mais que leur vrai objectif c'est d'obtenir de cette façon l'affaiblissement et à un moment ou à un autre la disparition de l'État d'Israël. Donc la conférence de Lausanne ne donne rien, elle cesse de se réunir en septembre 1949 sur un constat d'échec. Il y a eu une autre tentative de négociation plus partielle, bilatérale, celle-là, entre Israël et la Jordanie en 1950, qui aurait pu ou qui a représenté une chance de règlement au moins partiel du conflit. La Jordanie est avec Israël l'État qui a été un bénéficiaire du partage de la Palestine en 1948. La guerre de 1948, elle a deux vainqueurs, un vainqueur principal qui est Israël et un vainqueur secondaire qui est la Jordanie qui est arrivée à garder contre les Israéliens le contrôle de territoires assez importants en Cisjordanie, et la Jordanie qui, à la différence de tous les autres États arabes, est un État pour qui cette guerre se termine sur un résultat avantageux, l'annexion de la Cisjordanie, qui est un territoire moins pauvre que la Transjordanie, la Cisjordanie qui va représenter la moitié de la population du royaume de Jordanie. La Cisjordanie est moins pauvre, surtout la ville historique de Jérusalem, avec son importance symbolique, religieuse, touristique à cause des pèlerinages, etc. C'est très important pour la Jordanie. Ça donne à la Jordanie une importance
que n'aurait pas le simple désert ou quasi-désert de Transjordanie sur la rive orientale du Jourdain. Alors, la Jordanie est souvent accusée par les autres États arabes d'avoir trahi la cause arabe, de n'avoir pas fait un effort militaire suffisant dans la guerre de 48 pour que les autres Arabes puissent gagner, ce qui est, je pense, une accusation très injuste. Les Jordaniens, ils ont gardé ce qu'ils pouvaient garder avec la toute petite armée qu'ils ont à ce moment-là, qui est tellement moins nombreuse que l'armée israélienne. L'idée que si l'armée jordanienne avait pris plus de risques dans la guerre de 1948, les Arabes auraient pu gagner la guerre, est évidemment une illusion complète. La stratégie prudente pratiquée par la Jordanie en 1948 est ce qui a permis à la Jordanie de sauver une partie du territoire de la Palestine qui n'est pas annexée par Israël. Alors, beaucoup de Palestiniens partagent cette opinion très répandue dans le monde arabe que la Jordanie a été un État traître dans cette affaire et qu'il est semi-complice des sionistes dans le malheur qui est arrivé pour les Palestiniens en 1948, mais beaucoup d'autres Palestiniens qui, avant 1948, étaient déjà des partisans du roi de Jordanie, considéraient que le rattachement à la Jordanie était finalement une solution assez acceptable pour eux, et certains d'entre eux sont parfaitement capables de se rendre compte que s'ils ont échappé aux malheurs principaux de la guerre, il y a les Palestiniens qui ont été chassés de chez eux, il y a les Palestiniens qui sont sous occupation israélienne. Nous savons que ça ne va pas se passer trop mal pour eux, mais en 1950, c'est pas évident du tout quel va être le sort de ces gens en Israël. Et puis, il y a les Palestiniens à Bethléem, à Ramallah, à Naplouse, à Jenin, qui sont dans des endroits où il n'y a pas eu de combat, où les Israéliens ne sont pas venus chasser les gens et qui continuent à être gouvernés dans un royaume arabe qui leur reconnaît la citoyenneté, qui leur applique des lois qui ne sont pas du tout les pires qui existent au Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient arabe à cette époque-là. Et donc il y a beaucoup de gens en Cisjordanie qui peuvent accepter le rattachement à la Jordanie. Et donc le roi de Jordanie, qui n'a jamais pensé qu'il était possible de détruire complètement la colonie juive sioniste en Palestine, qui pense depuis longtemps qu'il fallait trouver un compromis avec eux, il cherche à stabiliser ce compromis. Et une tentative de négociation secrète a lieu entre le roi Abdallah, ses délégués, et les dirigeants israéliens. Alors, Abdallah demande d'abord que les Israéliens restituent à la Jordanie une partie des territoires qu'ils ont occupés, territoires arabes qu'ils ont occupés en 1948, notamment la Galilée occidentale, qui était une région où il y a peu de juifs et qui était attribuée à l'État arabe par le plan de partage compliqué de 1947. Les Israéliens lui font comprendre très très vite que ça n'en est pas question, qu'ils ne vont pas quitter une partie importante du territoire qu'ils ont occupé. La deuxième possibilité serait de rattacher Gaza à la Jordanie en créant une route sous contrôle jordanien entre Gaza et la Cisjordanie. Ça fait une quarantaine de kilomètres, c'est pas très long. Ça traverse du territoire israélien où il y a peu d'habitants à ce moment-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, il continue à y avoir peu d'habitants à cet endroit-là. Donc, faire une route que la Jordanie utilise comme elle veut et qui ne coupe pas les communications israéliennes entre le centre et le sud d'Israël, parce qu'il suffit de faire des ponts aux endroits où la route jordanienne croise les routes israéliennes. Il y a 2 ou 3 routes israéliennes là, qui vont être coupées par cette route jordanienne. Et tout ça a été possible, tout ça reste possible aujourd'hui, pas le jour où il voudrait y avoir un accord sérieux
entre Israël et un État palestinien, où on essaie de faire un État palestinien viable, l'établissement d'une route en usage libre par les Palestiniens entre Gaza et le sud de la Cisjordanie. Ça reste tout à fait possible aujourd'hui. Techniquement, c'est pas du tout compliqué. L'obstacle à cette possibilité dans les négociations de 1950, c'est que l'Égypte ne va pas accepter d'évacuer Gaza, non pas parce qu'elle tient à garder Gaza, mais parce qu'elle ne veut pas renforcer la Jordanie. L'annexion de Gaza à la Jordanie, ça augmente la population de la Jordanie. Surtout, ça donne à la Jordanie un port sur la Méditerranée. C'est très intéressant pour le développement du pays. Et nous avons vu que pour les Égyptiens, comme pour les Syriens, comme pour les Jordaniens, le tort d'Abdallah, c'est d'être un allié des Britanniques, et d'être considéré comme une menace, comme un facteur qui va aider les Britanniques à maintenir leur domination dans la région. Donc il n'est pas question que les Égyptiens acceptent de donner Gaza, d'évacuer Gaza pour que Gaza puisse être annexé à la Jordanie. À ce moment-là, la discussion porte sur quelque chose qui n'était pas une idée absurde. C'est que Israël donne à la Jordanie un petit morceau de territoire au bord de la Méditerranée, immédiatement au nord de la bande de Gaza, donc entre Gaza et Israël. Les Israéliens donnent un petit bout de territoire là, pour que la Jordanie puisse établir un port à cet endroit-là, avec cette route sécurisée entre ce port et le sud de la Cisjordanie, et ce qui permettrait à la Jordanie d'avoir ce débouché sur la Méditerranée en attendant que l'Égypte se fatigue d'administrer Gaza et accepte de donner Gaza, de permettre à la Jordanie d'annexer Gaza, ce qui devrait pouvoir arriver un jour ou l'autre. Bon, cet arrangement aurait permis, surtout si Gaza est rattaché à la Jordanie, de créer une situation dans laquelle la grande majorité des Palestiniens ne sont ni des réfugiés dans des pays où ils ne peuvent pas devenir citoyens, comme le Liban et la Syrie, ni des citoyens israéliens quand même un peu de seconde zone et dans une situation avec une majorité des autorités de l'État d'Israël qui se méfient d'eux énormément et qui vont leur appliquer des contrôles très stricts, très désagréables pendant très longtemps. La majorité des Palestiniens se retrouveraient dans un État arabe ou gouverné de façon raisonnable, pas avec la population de Gaza qui se retrouverait rattachée à ce royaume de Jordanie où il y a déjà un très grand nombre de Palestiniens à partir du moment où a été annexée la Cisjordanie. Il y a là quelque chose qui n'aurait pas mis fin au conflit entre Israël et les autres États arabes, qui aurait peut-être posé des problèmes très difficiles à la Jordanie dans ses relations avec les autres États arabes, mais quelque chose qui était susceptible d'améliorer beaucoup la situation de beaucoup de Palestiniens et de stabiliser localement le conflit. Il y a eu une petite chance là d'un progrès dans la bonne direction pour permettre un apaisement du conflit, non pas un règlement complet, mais un apaisement. Ça va échouer parce que le roi Abdallah est assassiné par un Palestinien sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, le 20 juillet 1951. Son fils Talal lui succède, il était en très mauvaise santé, il renonce au trône très vite, et c'est le petit-fils du roi Abdallah, Hussein, qui devient roi en août 1952. Il va le rester jusqu'à sa mort en 1999 et il aura un rôle assez important dans le déroulement du conflit. Ensuite, j'aurai beaucoup de nouvelles occasions d'en parler. Mais les perspectives de négociation directe entre Israël et la Jordanie sont terminées depuis longtemps, sont terminées pour longtemps avec l'assassinat du roi Abdallah en 1951. Donc, ce conflit qui, après tout, n'était pas si grave, a fait, nous avons vu, relativement peu de morts par rapport à beaucoup d'autres guerres,
qui a fait 700 000 réfugiés, mais c'est beaucoup moins que le nombre de réfugiés qu'on en a en Europe après deuxième, la Deuxième Guerre mondiale. C'est beaucoup moins que le nombre de réfugiés qu'il y a en Inde en 1947, au moment du partage entre l'Inde et le Pakistan, où il y a des millions de personnes qui sont chassées de chez elles, qui sont chassées de l'Inde vers le Pakistan ou du Pakistan vers l'Inde. Ce problème créé par la guerre de 1948 aurait pu se régler à ce moment-là. Les deux négociations dont nous venons de parler, elles ont échoué pour les raisons que je viens d'indiquer, et c'est l'échec de ces deux négociations qui est une des causes, mais pas du tout la seule, du fait que le conflit va durer pendant très longtemps. La deuxième cause, ce sont les incidents à la frontière entre Israël et les États voisins, principalement la Jordanie, secondairement Gaza, un tout petit peu la Syrie. Alors, ces incidents de frontière commencent dès 1949 ou 1950 pour des raisons à la fois particulières et faciles à comprendre. C'est la situation des réfugiés. Beaucoup de réfugiés palestiniens se sont déplacés sur quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres pour échapper au combat. Quand les combats sont finis, ils essaient de revenir chez eux. Et les lignes d'armistice ne sont pas du tout de suite des lignes de frontières avec des barbelés et contrôlées comme il faut. Et les Israéliens essaient d'empêcher ces gens de revenir, leur tirent dessus très souvent pour les empêcher de revenir. Quelques-uns d'entre eux sont arrivés à le faire d'ailleurs. Il y a aussi des problèmes qui se posent à certains endroits où la ligne d'armistice passe entre des villages arabes et les terres cultivables, ou une partie des terres cultivables de ces villages. Et les villageois vont essayer de continuer à cultiver leurs terres, qui sont du côté israélien de la ligne d'armistice, telles que déterminées par les combats et déterminées lors des armistices de Rhodes. Donc ça fait toute une série d'incidents de frontières. Et puis un certain nombre de gens parmi ces réfugiés palestiniens vont tout simplement faire des infiltrations en Israël pour faire des attentats. Et les Israéliens réagissent avec une brutalité très grande contre ces infiltrations, à la fois les infiltrations de gens qui ne sont pas des combattants, qui sont juste des gens qui veulent rentrer chez eux ou qui veulent continuer à cultiver leurs champs. Et ils vont décider de faire des représailles contre l'armée jordanienne pour que l'armée jordanienne prenne le contrôle effectivement de son propre territoire et empêche de son côté de la frontière les Palestiniens de franchir cette frontière. Contre l'armée jordanienne, ça ne va pas marcher tout de suite, mais ça va finir par marcher pour les raisons politiques que je vous indiquais tout à l'heure. La Jordanie est un État qui a un intérêt au maintien du statu quo qui a résulté de la guerre de 1948. Elle est un des bénéficiaires de cette guerre. Et donc, les pressions sur l'armée jordanienne, à partir du raisonnement qui n'est pas un raisonnement juridiquement absurde, pas que s'il y a des infiltrations contre un pays à partir du pays voisin, c'est aux autorités du pays d'où viennent les infiltrations d'y mettre fin. Et que donc, si on fait des représailles, on fait des représailles contre les autorités jordaniennes, contre l'armée jordanienne, qui a des moyens assez bons pour contrôler la frontière et qui va finir par le faire. Il y a aussi des infiltrations du même type à partir de Gaza, et les Israéliens vont vouloir faire la même chose à Gaza contre l'armée égyptienne, puisque c'est l'armée égyptienne qui occupe Gaza et qui est la détentrice de l'autorité à Gaza. L'Égypte n'a pas les mêmes raisons de chercher à maintenir le statu quo avec Israël, n'a pas les mêmes raisons que la Jordanie. Et dans le cas des représailles contre Gaza, les représailles contre Gaza vont aggraver les choses beaucoup. Il y aura d'autres épisodes de cela dans l'histoire des relations entre Israël et ses voisins,
les Israéliens ont fait confiance beaucoup à l'idée que quand on les menace, il faut qu'ils fassent des représailles. Et que les représailles, ça marche toujours, parce que ça a fini par marcher avec la Jordanie. Ça a fini par marcher avec la Jordanie pour des raisons bien particulières. Avec les autres voisins, ça va plutôt aggraver les choses. Et déjà, avec l'Égypte, dans le cas des représailles contre Gaza. Ça, c'est la deuxième raison du fait que le conflit ne se calme pas. La troisième raison, c'est le fait que les dirigeants arabes n'ont pas compris les raisons de leur défaite de 1948. Ils ont un peu cru eux-mêmes au mythe, pas des 40 millions d'Arabes qui ont perdu face à 800 000 Juifs, et que c'est complètement inexplicable, et que si la guerre avait eu lieu normalement, évidemment, les Arabes auraient gagné. Et les militaires égyptiens principalement, mais syriens aussi, qui ont perdu cette guerre de 1948, vont imaginer et prétendre que s'ils ont perdu la guerre, c'est à cause des gouvernements civils. C'est parce qu'ils ont eu des gouvernements corrompus au Caire et à Damas, et que c'est pour cette raison qu'ils ont perdu la guerre. C'est très fréquent, ça, dans l'histoire des guerres. Les militaires perdent les guerres, et quand ils l'ont perdu, ils reprochent aussi, ils accusent les civils d'être la cause de leur défaite. Et en Syrie, à partir de 1949, il commence à y avoir des gouvernements militaires. Les militaires font des coups d'État, à répétition d'ailleurs, et prennent le pouvoir à Damas. En Égypte, il y a un coup d'État important, dont je vais reparler dans quelques minutes, qui a lieu en 1952. Et ce sont des militaires égyptiens qui arrivent au pouvoir et qui ont à la fois la propagande et l'idée. C'est une propagande, mais une propagande à laquelle ils croient probablement. Pas que la guerre de 48, ils l'ont perdue parce que le gouvernement royal était corrompu et que ils n'ont pas acheté les armes qu'il fallait, ou ils ont acheté des armes qui étaient pourries et qui ne pouvaient pas être utilisées par les soldats, et que c'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre, et que à l'avenir, à partir de 1952, l'Égypte va être gouvernée par des gens honnêtes et compétents. Ces militaires arrivés au pouvoir, évidemment, ils pensent qu'ils sont honnêtes et compétents, et ils sont vus comme tels d'ailleurs par énormément de gens dans la population égyptienne. Et que donc, s'il y avait une reprise de la guerre contre Israël, la prochaine guerre, les Arabes devraient pouvoir la gagner. Pas la défaite de 1948 est tellement étrange, tellement incompréhensible. Nous savons, nous, que c'était assez logique que les Israéliens gagnent en 1948, pour les raisons que je vous ai expliquées dans la leçon précédente. Mais ça n'était pas évident pour énormément de gens, d'observateurs dans le monde, qui ont trouvé que c'était une espèce de miracle, la victoire des Israéliens en 1948. Et ce n'était pas évident du tout pour des dirigeants dans les pays arabes, surtout des dirigeants militaires, qui n'étaient pas capables de comprendre pourquoi leur propre organisation militaire était tellement moins efficace que l'organisation militaire des Israéliens. Donc la croyance des Arabes que s'il y a une nouvelle guerre, on va pouvoir la gagner, cette croyance, je crois, elle va durer au moins jusqu'en 1967, pas chez tous les Arabes, mais chez certains d'entre eux, et notamment, je crois, chez les militaires qui ont un pouvoir de décision politique, et ils vont avoir un pouvoir de décision politique dans un grand nombre de pays, et notamment en Égypte. La quatrième raison de la poursuite du conflit israélo-arabe, c'est le rôle qu'il joue dans la compétition entre les États arabes. Ça apparaît déjà dans la guerre de 1948. Il y a les deux royaumes hachémites, la Jordanie et l'Irak, qui sont alliés. Et puis il y a tous les autres États arabes qui se méfient d'eux, qui font cette guerre pas tellement pour vaincre les Juifs, qui font cette guerre pour empêcher les Hachémites de gagner. Et cette compétition, elle va continuer ensuite, elle va s'amplifier, surtout à partir de 1954, 55, 56, avec la politique de l'Égypte, où il va y avoir un gouvernement égyptien qui cherche ouvertement à être le leader de la nation arabe, d'unifier la nation arabe autour de l'Égypte, et qui pour cela doit être le leader de la lutte pour la libération de la Palestine,
parce que la lutte pour la libération de la Palestine, ça apparaissait déjà dans les statuts de la Ligue arabe en 1945, vous vous en souvenez, pas de ce statut particulier donné à la Palestine. Dans les structures de la Ligue arabe, le moyen d'affirmer son leadership dans la nation arabe, c'est d'affirmer un leadership dans la lutte contre l'agression sioniste. Les Arabes, à cette époque-là, prononcent le moins possible le mot Israël. Israël n'est un État illégitime, donc c'est un État qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'occupation sioniste de la Palestine. Il y a un cinquième facteur qui a pu jouer un rôle, qui va jouer un certain rôle lors de la guerre de 1967, dont nous parlerons bientôt, c'est le désir de beaucoup d'Israéliens de ne pas mettre fin au conflit dans l'espoir d'étendre leur territoire. Et ça explique peut-être un peu cette politique de représailles. Pas que la politique de représailles des Israéliens contre la Jordanie, contre l'armée égyptienne à Gaza, c'était pas du tout une bonne méthode pour mettre fin aux infiltrations ou aux difficultés à la frontière, que en fait ça perpétuait le conflit, mais certains Israéliens sont probablement assez contents de perpétuer le conflit parce qu'ils pensent que s'il y a une reprise de la guerre, ils vont pouvoir terminer la conquête de la Palestine. Pas que le maintien de la Cisjordanie comme faisant partie du royaume de Jordanie, que ça, c'est pas bien, que les lieux saints juifs de Jérusalem, ils ne sont pas dans la partie israélienne de Jérusalem, ils sont dans la partie jordanienne de Jérusalem. Et puis Hébron, qui est un autre des lieux saints juifs importants de l'Antiquité, parce que c'est le tombeau d'Abraham. Hébron aussi est en Jordanie et non pas en Israël. Pas le territoire occupé par Israël après 1949, c'est presque entièrement le territoire palestinien dont il n'est jamais question dans la Bible. Les lieux dont il est question dans la Bible sont presque tous du côté jordanien de la frontière. Donc il y a l'ambition d'agrandir le territoire et c'est ouvertement dans le programme du Hérout. Le Hérout, c'est le parti politique dirigé par Menachem Begin, j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, qui est l'héritier du parti révisionniste qui existait entre les deux guerres. Le Hérout, aujourd'hui, il a changé de nom, il s'appelle le Likoud. C'est le même, à peu près exactement, le même parti politique. Et dans le programme du Hérout, qui est le principal parti d'opposition au gouvernement, le gouvernement, il est toujours dirigé, il sera dirigé jusqu'en 1977 par le parti travailliste, et jusque dans les années 60 par Ben Gurion, qui est à la fois le chef du parti travailliste et le chef du gouvernement en Israël, donc le principal décideur politique. Il y a un président de la République en Israël, mais il n'a aucune importance, ce qui est normal dans un régime parlementaire. C'est le Premier ministre qui est le vrai décideur politique. Et donc ce sont les travaillistes qui sont au pouvoir avec plusieurs alliés, il y a toujours des gouvernements de coalition, mais ce sont toujours des coalitions dirigées par les travaillistes. Le Likoud est le principal parti d'opposition et dans le programme du Likoud, il y a clairement qu'on aurait dû en 1948 finir la guerre et expulser l'armée jordanienne de Cisjordanie pour pouvoir annexer tout le territoire et qu'un jour ou l'autre, il va falloir le faire. En même temps, c'est le parti de l'opposition, il n'est pas au gouvernement, et la volonté d'annexion de tous les territoires palestiniens, aujourd'hui, elle est au gouvernement en Israël. Mais jusqu'en 1977, elle était dans l'opposition. Et il est, au moins d'après le résultat des élections, la majorité la population israélienne ne votait pas pour un programme d'annexion, de guerre, afin d'annexer la Cisjordanie. Mais il y a évidemment des gens en Israël qui y pensaient, et ça a joué un rôle aussi dans la perpétuation du conflit. Il va y avoir une autre petite guerre, celle-là,
1956, qui est une guerre beaucoup moins meurtrière et beaucoup moins importante que celle de 1948, et moins importante aussi que celle qui aura lieu en 1967, et dont je vous parlerai dans la prochaine leçon. Cette guerre de 1956, qu'on appelle souvent la crise de Suez, elle va résulter des facteurs dont je viens de parler et de deux choses principales, finalement, de deux facteurs principaux, le changement de régime en Égypte en 1952 et le fait que la guerre froide va se mettre à jouer un rôle dans le conflit israélo-arabe au cours des années 50. Alors, le changement de régime politique en Égypte, il faut en parler un tout petit peu. Il y a un coup d'État, le 23 juillet 1952, qui est un coup d'État extrêmement peu violent, qui ne fait pas de mort, je crois. Les militaires prennent le pouvoir. C'est une armée très faible qui renverse un régime politique complètement déconsidéré. La monarchie est très impopulaire en Égypte. Le parti politique, le WAFT, qui était tellement important entre les deux guerres mondiales, a perdu sa popularité pour les raisons que je vous ai expliquées dans des leçons précédentes, pas les positions prises par Nahas au cours de la guerre. Enfin, l'Égypte continue à avoir un problème anglais. Il y a toujours des forces britanniques qui occupent la zone du canal de Suez et il y a une lutte armée en 1951 des Égyptiens contre cette présence militaire et une répression très brutale par les militaires britanniques contre les insurgés arabes égyptiens, contre eux, et aussi contre la police égyptienne. Les Britanniques font la même politique que les Israéliens. Ils pensent que les représailles doivent être faites contre les autorités qui devraient être capables de maintenir l'ordre sur le territoire. Donc, la situation en Égypte est extrêmement dramatique au début de l'année 1952 à cause de cette situation de violence dans la zone du canal, qui a des répercussions au Caire même, il y a de la violence au Caire aussi, et donc les militaires prennent le pouvoir et sont accueillis finalement très très bien par la population égyptienne qui se dit ouf, on va être gouverné maintenant par des gens beaucoup plus fiables que le gouvernement que nous avions jusqu'à présent et qui était corrompu et complètement incapable. Le chef de ces militaires, c'est un dénommé Nasser. C'est un homme qui est très jeune, il a 34 ans à ce moment-là, en 1952. C'est lui qui a organisé le coup d'État, mais au début, ils mettent au pouvoir un général plus âgé, un dénommé Neguib, qui va rester président de l'Égypte de 1952 à 1954. Et Nasser va devenir lui-même président en 1954. Donc, après avoir aboli la monarchie, établi la République, aboli aussi tous les partis politiques, avec l'idée qui a plu à beaucoup d'Égyptiens à ce moment-là, que tous nos partis politiques sont corrompus, on supprime tous les partis politiques. En fait, je pense que ça a été très dramatique pour l'histoire de l'Égypte. L'Égypte de l'entre-deux-guerres avait une expérience de vie politique pluraliste, avait une expérience de parti politique, notamment ce parti, le WAFT, et que avoir tué complètement cette vie politique pluraliste après 1952, je pense que pour l'avenir de l'Égypte, ça aura des conséquences très regrettables. Ce n'est pas vu du tout comme ça à l'époque. Et ces militaires, ils vont finir par créer un parti unique. C'est très à la mode dans les années 50, l'idée que les partis uniques, comme en Union soviétique, ça permet de faire des progrès très très importants dans certaines sociétés. Beaucoup d'autres pays du tiers-monde vont avoir cette tentation qui va se révéler une erreur pour la plupart d'entre eux. Ce nouveau gouvernement, donc, il fait une réforme agraire et il signe un traité avec l'Angleterre le 19 octobre 1954 qui prévoit l'évacuation des Britanniques de la zone du canal
pour le printemps 1956. Ouf! On a l'impression en 1954 que les militaires ont enfin obtenu un traité avec la Grande-Bretagne qui va permettre que les Britanniques s'en aillent complètement. Nous verrons qu'il y aura en 1956 un dernier soubresaut des Britanniques pour essayer de rester en Égypte. Le deuxième facteur qui va contribuer à la guerre de 1956, c'est l'influence de la guerre froide dans le conflit israélo-arabe. Nous avons vu qu'en 1948, alors que la guerre froide est clairement commencée, pour ce qui concerne la Turquie et l'Iran au nord, et surtout pour ce qui concerne la situation en Europe, avec la proclamation de la doctrine Truman au début de l'année, enfin dans la première moitié de l'année 1947. Et en 1947, après la proclamation de la doctrine Truman, l'URSS et les États-Unis votent de la même façon à l'ONU sur le plan de partage. Et en mai 1948, l'URSS et les États-Unis se précipitent pour reconnaître le nouvel État d'Israël. Et Israël reçoit de l'aide des deux sources, l'URSS et les États-Unis. On a là un conflit en Palestine et entre Israël et les Arabes qui a lieu pendant la guerre froide, qui n'est pas du tout la conséquence de la guerre froide et qui, au contraire, semble être complètement en dehors de cette guerre froide. Ça va changer au cours des années 50. Les pays occidentaux, à l'initiative des États-Unis, vont d'abord avoir, vis-à-vis du conflit, une attitude assez raisonnable, qui est de chercher à empêcher une reprise des combats. Et un accord est fait entre les trois pays occidentaux qui ont une industrie d'armement, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, pour se consulter entre eux à chaque fois qu'ils vendent des armes aux pays du Moyen-Orient pour vérifier que ça va maintenir l'équilibre entre les Israéliens d'un côté et les Arabes de l'autre, qu'il ne faut pas donner trop d'armes aux Israéliens pour qu'ils risquent d'aller conquérir la Cisjordanie, et qu'il ne faut pas donner trop d'armes aux Arabes pour qu'ils essaient de nouveau de détruire l'État d'Israël. Et les États-Unis, qui sont à l'origine de cet arrangement, encouragent leurs alliés à livrer des armes à Israël, parce qu'ils ne veulent pas en livrer eux-mêmes. Pas que pour maintenir cet équilibre, il faut livrer un peu d'armes aux Arabes, il faut livrer un peu d'armes aux Israéliens, et les Américains ne veulent pas les livrer eux-mêmes, les armes aux Israéliens, et ils demandent notamment aux Français de le faire. Et les Français deviennent, à la demande des Américains, en 1951-52, le principal fournisseur d'armes d'Israël. Et ensuite, ils vont continuer à le faire pour leur propre compte. À partir de 1954, les Français ont une guerre en Algérie, une révolte en Algérie contre la colonisation française en Algérie, une lutte d'indépendance qui va se terminer par l'indépendance de l'Algérie en 1962. Mais il y a là une guerre très grave dans la politique française de 54 à 62 qui domine toutes les préoccupations politiques du gouvernement. Et cette guerre empêche la France d'avoir de bonnes relations avec aucun pays arabe. Tous les pays arabes condamnent la politique française en Algérie, et donc pour la France, ça n'a aucun inconvénient de devenir le principal fournisseur d'armes d'Israël. En Union soviétique, il y a un changement important en 1953, c'est la mort de Staline. Staline pensait que pour être un allié de l'Union soviétique, il faut avoir un régime communiste. Et même ça ne suffit pas, puisque Tito, en Yougoslavie, qui est un régime communiste, est quand même considéré à partir de 1948 comme un ennemi par l'Union soviétique. Et qu'on n'a pas le droit d'être neutre dans le conflit entre le capitalisme et le socialisme. Que la politique de neutralité de certains pays est inacceptable. Après la mort de Staline en 1953, ses successeurs vont avoir une politique différente et penser que la neutralité dans le conflit, ça peut être bien, que l'URSS peut avoir de bonnes relations avec des États
qui sont neutres dans le conflit. Ils vont notamment se réconcilier avec la Yougoslavie, qui reste neutre dans le conflit Est-Ouest, mais qui a un régime communiste et qui a des relations convenables avec l'URSS à partir de 1954 ou 1955. Les Soviétiques vont développer des relations convenables avec l'Inde et se mettent à accepter la position qu'on peut avoir de bonnes relations avec des États qui sont neutres. Les États-Unis, au même moment, cherchent à créer un réseau d'alliances anti-soviétiques au Moyen-Orient. Ça va prendre la forme de ce qu'on a appelé le pacte de Bagdad, qui est un traité signé en février 1955, d'abord par la Turquie, l'Irak et la Grande-Bretagne, auxquels vont se joindre ensuite l'Iran et auxquels les Britanniques et les Américains, qui ne sont pas membres de l'Alliance, mais qui la favorisent, font des pressions sur les autres États arabes pour qu'ils adhèrent à cette alliance. Et ça va avoir pour conséquence que l'Égypte, qui a un problème dans les relations avec les Israéliens à cause des représailles israéliennes contre Gaza. Et l'Égypte, qui veut acheter des armes, demande aux États-Unis de lui livrer des armes. Le gouvernement militaire qui est arrivé au pouvoir en Égypte à partir de 1952 a de bonnes relations avec le monde entier, y compris avec les États-Unis. Ils sont hostiles à la Grande-Bretagne et ils pensent que les États-Unis, puissance anticolonialiste, peuvent aider à se libérer de l'influence britannique. Je vous ai déjà dit ça, les Américains sont populaires au Moyen-Orient, ils sont vus comme le pays occidental bienveillant sur lequel on peut s'appuyer pour échapper à la domination des Russes ou des Soviétiques qui sont menaçants parce qu'ils sont proches et des Britanniques parce qu'ils sont impérialistes. Et ce gouvernement égyptien demande aux États-Unis d'accepter de leur vendre des armes. Et les Américains disent on voudrait bien vous vendre des armes, mais pour ça, il faudrait que vous acceptiez d'être membre du pacte de Bagdad. Ça serait tellement bien. Regardez l'Irak, qui est membre du pacte de Bagdad, lui, on lui livre des armes. Alors, pour l'Égypte, les Égyptiens qui considèrent depuis très longtemps l'Irak comme peut-être leur principal rival dans le monde arabe, dire aux Égyptiens vous devriez faire comme les Irakiens, c'est pas du tout une bonne idée. Bref, l'Égypte n'arrive pas à obtenir des armes des Américains et Nasser participe en 1955 à la conférence de Bandung en Indonésie, c'est une ville sur l'île de Java, où a lieu une grande conférence dite des non-alignés, pas des pays qui ne veulent prendre parti ni pour les États-Unis ni pour l'URSS, dans le contexte de la guerre froide. À cette conférence participent la Yougoslavie, l'Inde, l'Indonésie bien sûr, qui est le pays hôte, et l'Égypte, et la Chine. La Chine, qui a déjà un régime communiste depuis 1949, mais qui continue à prétendre qu'elle est non alignée dans le conflit entre l'URSS et les États-Unis. Et Nasser, qui va développer à partir de là des relations assez étroites de coopération, notamment avec la Yougoslavie et l'Inde. Il parle avec Chou En-lai, le premier ministre chinois, qui est à la conférence de Bandung. Et il lui explique ses problèmes d'approvisionnement en armes. Et Chou En-lai lui dit « Mais pourquoi vous ne demandez pas aux Soviétiques ?» Et Nasser demande aux Soviétiques et les Soviétiques acceptent. En septembre 1955, un programme de livraison d'armes, presque toutes fabriquées en Tchécoslovaquie, d'ailleurs, et livrées par la Tchécoslovaquie, en faveur de l'Égypte. Face à cette nouvelle situation, le gouvernement israélien, là aussi en septembre 1955, se met à se préparer à la guerre. Il se prépare à la guerre à cause de la dégradation de la situation à la frontière entre Gaza et Israël. Il y a de plus en plus d'incidents et de plus en plus d'opérations de représailles israéliennes. Et en septembre 1955, les Égyptiens annoncent la fermeture du détroit de Tiran à la navigation
aériennes. Tirane, c'est une petite île qui est en mer Rouge, à l'issue sud du golfe d'Aqaba. Pas le golfe d'Aqaba, c'est ce qui permet aux bateaux de rejoindre Aqaba, qui est le port de la Jordanie sur la mer Rouge, et juste à côté d'Aqaba, il y aura le port d'Eilat, qui n'existe pas encore en 1955, parce que la navigation à destination d'Israël est bloquée déjà dans le détroit de Tirane par les Égyptiens, mais les liaisons aériennes d'Israël avec notamment l'Afrique du Sud ou l'Inde, sûrement des vols entre Israël et l'Afrique du Sud, je ne sais pas s'il y en a avec l'Inde, qui, pour ne pas survoler les territoires des États arabes, n'est-ce pas, survolent la mer au-dessus du golfe d'Aqaba et du détroit de Tirane. Et les Égyptiens annoncent la fermeture du détroit de Tirane est complète, on ne laisse plus les avions de transport israéliens ou à destination d'Israël passer à cet endroit-là. Et c'est presque sûrement l'élément décisif, c'est pas, qui persuade les Israéliens qu'il va falloir faire la guerre à l'Égypte pour mettre fin aux attentats et aux infiltrations à partir de Gaza, pour établir la liberté de navigation et aussi de navigation maritime par le détroit de Tirane, et donc pour pouvoir développer un port à Eilat, à la pointe sud d'Israël, sur la mer Rouge, et pour affaiblir l'armée égyptienne avant qu'elle ait le temps d'absorber ce matériel militaire qu'elle commence à recevoir de l'Union soviétique. Les Égyptiens se mettent à recevoir des avions à réaction MiG-15, se mettent à recevoir des tanks d'Union soviétique, et que, bien sûr, ça va prendre du temps pour que les Égyptiens apprennent à s'en servir. Il faut détruire cette menace-là avant qu'elle devienne vraiment dangereuse pour Israël. Et donc, à partir de septembre 1955, Israël se prépare à la guerre contre l'Égypte. L'occasion de la guerre va être produite par une décision égyptienne en juillet 1956 et la réaction tout à fait étrange de la France et de la Grande-Bretagne à cette décision. En juillet 1956, Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez. Le canal de Suez appartenait à une compagnie franco-britannique. Les militaires britanniques viennent de se retirer de la zone du canal, mais le canal reste la propriété de cette compagnie franco-britannique qui verse ses profits à des capitalistes qui sont en France et en Grande-Bretagne. Et l'Égypte cherche à trouver des sources de financement pour construire un grand barrage sur le Nil, proche de la frontière sud de l'Égypte, le haut barrage d'Assouan. Il y a déjà un petit barrage depuis le début du XXe siècle. Il s'agit de construire un beaucoup plus grand barrage qui existe aujourd'hui et qui crée un lac de retenue très important qui déborde d'ailleurs sur le territoire du Soudan, pas au sud de l'Égypte. Pour construire ce barrage, l'Égypte a besoin d'une source de financement. Les États-Unis ont promis de financer et puis au printemps 1956, les États-Unis annoncent à l'Égypte qu'ils ne vont pas financer la construction du barrage d'Assouan parce que l'Égypte achète des armes à l'Union soviétique et ça c'est inacceptable aux yeux des États-Unis. Et donc Nasser fait un grand discours le 26 juillet 1956 à Alexandrie, où il raconte toute l'histoire de l'Égypte depuis le début de la construction du canal de Suez, tous les abus des Britanniques et des Français au détriment de l'Égypte à cause du canal de Suez. Et au milieu de ce discours, il annonce tout d'un coup, au moment où je vous parle, la police et les fonctionnaires égyptiens sont en train de prendre le contrôle du siège de la compagnie du canal de Suez, qui est à Ismaïlia, qui est une ville moyenne à mi-chemin entre Suez et Port Saïd sur le canal de Suez. Le canal de Suez appartient à l'Égypte, désormais. Voilà, le canal de Suez a été nationalisé. Alors,
En Égypte, c'est la réaction enthousiaste. Vraiment, l'Égypte devient propriétaire vraiment de son canal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le monde arabe aussi, Nasser devient extrêmement populaire dans le monde arabe. Il devient l'homme politique le plus populaire dans le monde arabe à ce moment-là. En Europe, en France et en Grande-Bretagne, il y a une espèce de paranoïa absurde. Nasser, c'est le nouvel Hitler. La nationalisation du canal de Suez, c'est comme la remilitarisation de la Rhénanie en 1936 par Hitler. Si on avait fait la guerre à Hitler dès 1936, ça aurait tellement mieux valu. Je n'exagère pas, j'ai lu les journaux français de cette époque. L'analogie entre Nasser et Hitler, absolument tout le temps, l'idée que les tyrans agressifs comme ça, il faut s'opposer à eux dès le départ, il ne faut pas les laisser continuer. Aux États-Unis, la réaction est beaucoup plus calme. Les Américains disent, bon, ouais, l'Égypte, ils ont le droit de nationaliser une entreprise qui est sur leur territoire. On a le droit de faire ça, c'est conforme au droit international. Bien sûr, ils doivent indemniser les propriétaires. Et d'ailleurs, Nasser ne ferme pas la porte à l'idée d'une discussion sur l'indemnisation de la compagnie qui a été expropriée. Cette indemnisation n'aura jamais lieu, mais on aurait pu en discuter. Donc les États-Unis sont plutôt calmes, les Français et les Britanniques déraisonnent complètement ou exagèrent complètement. C'est intéressant pour nous, enfin pour ceux d'entre vous qui se souviennent un peu de ce qui s'est passé en 2003. Et de toute façon, nous allons en reparler dans ce cours. En 2003, ce sont les Américains qui font l'analogie entre Saddam Hussein et Hitler, expliquent que Saddam Hussein est une menace pour la paix mondiale parce qu'il a des armes de destruction massive, etc. L'argumentation contre Saddam Hussein ressemble tout à fait à l'argumentation franco-britannique contre Nasser en 1956. En 2003, ce sont les Français et les Allemands, notamment les Français, qui sont ceux qui expriment le plus clairement au Conseil de sécurité de l'ONU les raisons pour lesquelles il ne faut pas s'embarquer dans cette guerre contre l'Irak en 2003. En 1956, ce sont les Américains qui sont raisonnables et les Européens qui ne le sont pas, mais le rapport de force dans les deux cas, ce sont les États-Unis qui sont les plus puissants, et donc dans le cas de 1956, les Américains vont arriver, non pas à empêcher complètement les Français et les Britanniques de faire des sottises, mais les obliger à limiter beaucoup leurs sottises, nous allons le voir à l'instant, alors qu'en 2003, l'opposition des Français et des Allemands à la guerre des Américains contre l'Irak, ça ne les a pas du tout obligés à modérer leur politique. Alors, les Français et les Britanniques décident, enfin les gouvernements décident que c'est l'occasion de renverser Nasser, de mettre un coup d'arrêt aux ambitions de Nasser. Et pour cela, ils vont comploter avec les Israéliens. C'est une série de rencontres secrètes entre les dirigeants israéliens, les dirigeants politiques et les dirigeants militaires israéliens, le chef d'état-major de l'armée israélienne de l'époque, qui s'appelle Dayan, c'est un homme dont nous allons reparler souvent dans ce cours, qui se rend à Paris, qui négocie en détail un projet d'opération militaire contre l'Égypte. Le but des Israéliens, c'est rouvrir le détroit de Tiran, mettre fin au harcèlement à partir de Gaza, détruire l'armement égyptien avant venu d'Union soviétique, avant qu'il soit devenu vraiment dangereux. Les buts des Européens ne sont pas seulement récupérer le canal de Suez, ce sont des buts compliqués. De la part des Français,
Le but, c'est gagner la guerre d'Algérie. Ça a l'air complètement ridicule aujourd'hui, mais c'est vraiment la motivation. Les Français ont une guerre en Algérie depuis 1954. On est en 1956. Certains des dirigeants algériens sont réfugiés au Caire. Et la radio du Caire, qui diffuse, qui est très puissante et qui diffuse dans l'ensemble du monde arabe, fait la propagande de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Ils font une propagande contre les Français. Et le gouvernement français se persuade que la guerre en Algérie est déclenchée par l'Égypte, que c'est l'expression de l'expansionnisme égyptien, et que si on renverse Nasser en Égypte, on va régler le problème de l'Algérie. Les Français incapables de savoir comment faire pour gagner la guerre en Algérie, parce que c'est difficile, parce que c'est une guérilla, parce que c'est une situation coloniale compliquée, et ils se disent, on va résoudre le problème en faisant la guerre ailleurs, en gagnant une guerre contre l'Égypte. Pour les Britanniques, il y a l'enjeu du canal de Suez, bien sûr, qui est plus important pour les Britanniques que pour les Français, ça a toujours été le cas, mais il y a aussi l'idée que Nasser, devenu extraordinairement populaire dans le monde arabe, est devenu une menace pour les meilleurs alliés de la Grande-Bretagne dans la région, qui sont le roi de Jordanie et le roi d'Irak. Bon, il y a un jeune homme à ce moment-là qui est roi en Irak, Faisal, qui est le neveu, le petit-neveu d'Abdallah. Enfin, non, oh là là. Ce n'est plus Abdallah, le roi de Jordanie, c'est Hussein, évidemment. Donc Hussein, roi de Jordanie, et Faisal, roi d'Irak, qui sont cousins. Je ne veux pas que je cesse de me mélanger dans les liens familiaux de la famille hachémite. Pardonnez-moi ce cafouillage. Ce sont les deux meilleurs alliés de la Grande-Bretagne dans la région, et la propagande nassérienne est une menace pour leur régime politique. C'est une menace très réelle, nous allons le voir bientôt. Et donc, si on renverse Nasser, on résout tous ces problèmes-là. Et pour renverser Nasser, il faut un prétexte. Les Israéliens vont attaquer les Égyptiens, et puis les Français et les Britanniques vont déclarer « cette guerre est une menace pour le canal de Suez, pour assurer la sécurité du canal de Suez et de la navigation internationale dans le canal de Suez, les Français et les Britanniques envoient un ultimatum aux Israéliens et aux Égyptiens d'avoir à se retirer de part et d'autre du canal. Les Israéliens vont accepter, puisque c'est convenu avec eux. Les Égyptiens vont refuser, parce que c'est leur propre territoire, et c'est scandaleux de leur demander ce genre de choses. Donc les Français et les Britanniques, qui ont concentré des troupes à Chypre, qui est encore une colonie britannique à ce moment-là, vont débarquer en Égypte et vont gagner une guerre contre l'Égypte et renverser Nasser. C'est ce qui se passe. La guerre a lieu du 29 octobre au 5 novembre. L'attaque israélienne est extrêmement facile. Les Égyptiens ne se sont pas préparés à une attaque par Israël. Le matériel soviétique, les avions MiG, choses comme ça, sont inutilisables. Ils n'ont pas encore appris à les utiliser. Et surtout, les Égyptiens voient les concentrations de troupes françaises et britanniques à Chypre. Et donc se préparent pour une attaque de là, et pas du tout une attaque israélienne. L'attaque israélienne conquiert le Sinaï très, très rapidement, péninsule du Sinaï, ils vont presque jusqu'au canal de Suez. Quand ils approchent du canal de Suez, les Franco-Britanniques lancent leur ultimatum, les Israéliens l'acceptent, les Égyptiens le refusent, et les Franco-Britanniques débarquent à Port Saïd, au nord du canal de Suez, et commencent à occuper la zone du canal de Suez en combattant contre les Égyptiens. Les Américains sont complètement furieux de cette affaire et l'ONU ordonne un cessez-le-feu. Et le Canada, pour, je crois, sauver la mise des Britanniques, les Britanniques se sont mis dans des draps très, très inquiétants dans cette affaire, et le Canada, c'est M. Pearson, qui est ministre des Affaires étrangères du Canada à ce moment-là,
qui va imaginer les casques bleus. Les casques bleus de l'ONU, les forces de maintien de la paix de l'ONU sont créées à ce moment-là, inventées à ce moment-là, donc sur proposition du Canada, pour envoyer une force militaire internationale dans le Sinaï, d'abord pour remplacer les Français et les Britanniques en séparant les Israéliens des Égyptiens, puisque les Français et les Britanniques ont débarqué là, en théorie, pour séparer les Israéliens des Égyptiens, et ensuite pour non pas accompagner, pas question de combattre contre les Israéliens, mais d'accompagner les Israéliens qui se retirent jusqu'à leurs frontières. Voilà, donc c'est ça l'intervention des casques bleus. L'intervention des Américains, donc ils vont faire des pressions financières très sérieuses sur les Britanniques pour que les Britanniques reculent. Et d'ailleurs, le Premier ministre britannique va être obligé de démissionner, remplacé par un autre Premier ministre du même parti que lui. Les Français n'osent pas continuer tout seuls dans cette aventure s'ils ne sont plus avec les Britanniques. Et les Israéliens vont être l'objet, eux aussi, de pressions très sérieuses de la part des Américains. Les Israéliens se retirent de presque tout le Sinaï, mais ne voulaient pas se retirer de la zone de Gaza, voulaient rester à Gaza. Et les Américains vont faire des pressions extrêmement sévères sur Israël, c'est-à-dire vont menacer les Israéliens d'interdire toute forme d'aide en provenance des États-Unis à destination d'Israël. Il y a très peu d'aide publique américaine à Israël à l'époque. Il y a un tout petit peu d'aide au titre de l'aide aux pays du tiers-monde, comme à beaucoup d'autres pays. Il n'y a pas du tout de financement de l'armement israélien. C'est comme ça, d'ailleurs, l'armement israélien ne vient pas du tout des États-Unis. Les avions viennent de France, les tanks, il y en a un tout petit peu, viennent de Grande-Bretagne. L'armement utilisé par les Israéliens en 1956 reste un armement très, très rudimentaire. Une bonne partie de leurs avions sont encore des avions à hélice modèle de Deuxième Guerre mondiale. Ils ont des blindés pour transporter les troupes, ils n'ont presque pas de tanks, ils n'en ont pas vraiment besoin. Et la résistance de l'armée égyptienne dans le Sinaï est minuscule. L'aide américaine à Israël était une aide privée, pas de beaucoup d'Américains, de Juifs américains qui acceptent de financer le développement de l'État d'Israël. Et le gouvernement américain menace d'interdire cela, d'interdire les transferts de fonds privés entre les États-Unis et Israël. Et le gouvernement israélien est obligé de céder. Il y a des manifestations énormes en Israël protestant contre le retrait de Gaza, demandant que l'armée israélienne reste à Gaza, et Ben Gurion explique que on est obligé d'évacuer Gaza, on ne peut pas résister aux pressions américaines à ce moment-là. C'est dans toute l'histoire des relations entre Israël et les États-Unis le moment où les Américains ont utilisé le plus fermement la capacité de pression qu'ils ont sur Israël. Dans les relations entre Israël et les États-Unis, ce qui est très étonnant, c'est le fait que Israël a tellement besoin des États-Unis. Les États-Unis ont en théorie une capacité de pression énorme sur Israël et en fait ils ne l'utilisent jamais, ou ils l'utilisent très rarement. Il y a des rares cas. Le cas où ils l'ont utilisé le plus, c'est 1956. La guerre de 1956, elle est un échec complet pour les Européens. Le canal de Suez reste nationalisé, Nasser reste en poste, il est encore plus populaire après
l'échec de l'opération franco-britannique. Nasser n'a rien gagné militairement en 1956. Il a perdu une guerre face aux Israéliens, mais il a gagné politiquement contre les anciennes puissances coloniales, les Français et les Britanniques. Et donc en fait, c'est une réussite politique extraordinaire pour lui. Et c'est un échec politique remarquable pour les Français et les Britanniques, puis ça leur pose des problèmes pour leurs relations avec les Américains. Enfin, ça n'a que des inconvénients pour les Français et les Britanniques, cette histoire. Il y a deux vainqueurs, il y a les Israéliens. Les Israéliens qui vont gagner 10 ans de stabilité à leurs frontières, parce que les casques bleus qui ont été inventés pendant la crise vont être établis le long des frontières entre Gaza et Israël, entre Israël et l'Égypte, et à la pointe du Sinaï pour surveiller le détroit de Tiran et garantir la liberté de circulation des Israéliens dans le détroit de Tiran. Et à partir de là, les Israéliens vont pouvoir développer le port d'Eilat, qui leur donne un débouché sur la mer Rouge. La navigation à destination d'Israël n'est pas autorisée dans le canal de Suez, elle ne l'était pas avant la crise de Suez, elle reste interdite après la crise de Suez, mais les Israéliens peuvent développer des échanges avec le reste du monde, à l'Est notamment. Ils vont avoir des importations de pétrole à partir de l'Iran, principalement, qui vont arriver par Eilat. Ils vont avoir un commerce avec certains pays d'Afrique ou avec l'Inde, à partir du port d'Eilat, qui devient important pour l'économie israélienne. Donc la navigation dans le détroit de Tiran, ça va beaucoup mieux qu'avant la crise, même avant septembre 1955. Les infiltrations à partir de Gaza vont cesser, non pas parce que les casques bleus l'empêchent, mais parce que les casques bleus donnent un prétexte à l'armée égyptienne pour l'empêcher. Il faut bien comprendre à quoi servent les casques bleus dans une situation comme celle-là. Les casques bleus, ils sont utiles pour aider des adversaires à coopérer. Les Égyptiens acceptent d'empêcher les attentats contre Israël à partir de Gaza parce qu'ils peuvent dire à la population et aux Palestiniens qui sont à Gaza, vous ne pouvez pas faire ces opérations parce que les casques bleus, c'est une force amie. Il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de Yougoslaves, il y a aussi des Canadiens parmi les casques bleus, et on ne peut pas mettre en danger les casques bleus en faisant des opérations contre les envahisseurs sionistes dans Palestine occupée, pour employer le langage consacré dans les pays arabes à cette époque. Donc les casques bleus permettent aux deux États, Israël et l'Égypte, en fait, de vivre pacifiquement. Et ça va leur permettre de vivre pacifiquement pendant presque 10 ans, pas de 1957 à 1967. Pour Nasser, c'est un succès extraordinaire dans le monde arabe, dont la réalisation la plus concrète, ça va être la création de la République arabe unie. La République arabe unie, elle est créée en 1958 à la demande des dirigeants de la Syrie. Il y a en Syrie des dirigeants qui ont beaucoup de mal à gouverner ce pays, qui sont des nationalistes arabes favorables à l'unité arabe et qui se rendent compte que dans leur pays, l'homme politique le plus populaire, c'est pas eux, c'est Nasser. Et donc ils demandent à Nasser l'union entre la Syrie et l'Égypte. Et c'est à ce moment-là qu'est créée la République arabe unie. Et la Syrie va effectivement, ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 3 ans, être gouvernée à partir du Caire, avec des fonctionnaires égyptiens qui sont envoyés en Syrie pour administrer la Syrie sur le terrain. L'Égypte de Nasser, qui avait d'assez mauvaises relations avec les États-Unis en 1956, à cause de ses liens avec l'URSS et à cause des livraisons d'armes soviétiques, à partir de 1961, des démocrates arrivent au pouvoir à Washington et les États-Unis rétablissent de bonnes relations avec l'Égypte. Il recommence à y avoir de l'aide économique des États-Unis à l'Égypte. L'Égypte de Nasser apparaît dans une position assez extraordinairement favorable à ce moment-là.
en 1961, il se pose un problème intéressant pour nous, intéressant de se souvenir à cause de la suite de l'histoire concernant Koweït. Koweït était un protectorat britannique et les Britanniques se retirent de Koweït en 1961. L'Irak voisin dit Koweït a été séparé de notre territoire par les impérialistes britanniques. Si les Britanniques s'en vont, c'est normal qu'on récupère Koweït. Les Irakiens veulent traiter Koweït comme les Chinois ont traité Hong Kong plus tard, comme les Indiens à ce moment-là sont en train de traiter Goa, qui était une colonie portugaise en Inde et que l'Inde occupe à ce moment-là. C'était encore une colonie portugaise. L'Inde dit non, c'est pas du tout normal qu'il y ait une colonisation sur notre territoire, donc nous récupérons Goa. Et le monde entier accepte que l'Inde ait récupéré Goa. Donc l'Irak veut récupérer Koweït. Il y a un gouvernement koweïtien qui veut rester indépendant, qui se plaint à la Ligue arabe. Le leader incontesté de la Ligue arabe à ce moment-là, c'est Nasser. La Ligue arabe décide d'envoyer des troupes à Koweït, des soldats à Koweït, venus des autres pays arabes, pour remplacer les soldats britanniques, pour empêcher l'Irak d'occuper Koweït. Dans ces soldats de la Ligue arabe, c'est principalement des Égyptiens. Nasser apparaît comme le grand dirigeant arabe qui est le pacificateur du monde arabe, comparé la crise de Koweït de 1961 avec celle de 1990, quand l'Irak, cette fois, va annexer Koweït, et qu'il va falloir une guerre très importante avec les Américains, etc., pour mettre fin à l'occupation de Koweït par l'Irak. Le monde arabe de la Ligue arabe et le monde arabe de 1961 sont beaucoup plus capables de gérer les conflits entre eux grâce à ce leadership à la fois sage et glorieux exercé par Nasser, le président de l'Égypte. Dans ce contexte, de 1957 à 1967, on va assister à une stabilisation du conflit israélo-arabe. Il y aura beaucoup moins d'incidents violents entre Israël et ses voisins après 1957 qu'avant 1956. Il continue à y avoir un tout petit peu de harcèlement à la frontière de la Syrie. Mais avec la Jordanie, la situation est vraiment stabilisée. Avec l'Égypte, elle est stabilisée, avec l'aide des casques bleus qui surveillent les frontières, qui donnent un prétexte pour cesser de faire des attentats à cet endroit-là. Donc, il n'y a plus d'attentats, ou très peu, il y a encore un petit peu de harcèlement avec la Syrie au nord. D'ailleurs, dans la période où la Syrie est rattachée à l'Égypte, c'est aussi le moment où c'est le plus calme à cet endroit-là, parce que s'il y a pas de casque bleu à la frontière entre la Syrie et Israël, mais s'il y a des affrontements à cet endroit-là, l'Égypte a la possibilité, le gouvernement au Caire, qui gouverne la République arabe unie, a la possibilité de jouer un rôle modérateur pour éviter que le conflit s'étende plus au sud. Donc on a l'impression que le conflit, je crois qu'il y a eu une autre possibilité de règlement à ce moment-là du conflit. Le plan de partage de 1947, je vous l'ai dit, ne permettait pas du tout un règlement. Les accords d'armistice de 1949 auraient pu représenter une chance de règlement si on avait trouvé une solution au problème des réfugiés à la conférence de Lausanne, ou si le roi de Jordanie n'avait pas été assassiné, et s'il y avait eu un règlement partiel entre Israël et la Jordanie qui serve de modèle aux autres pour l'avenir. Il y a peut-être eu à ce moment-là une chance faible mais réelle de règlement du conflit. Après 1957, entre 1957 et 1967, il va y avoir une autre chance du conflit, non pas par une négociation entre les adversaires, mais par la fatigue et l'oubli. Les Palestiniens qui sont citoyens israéliens,
sont résignés à leur situation. Et dans les années 60, elle va s'améliorer. L'expropriation des terres, c'est fini, ou presque complètement fini, et les contrôles policiers dont ils sont l'objet vont être allégés beaucoup, et les avantages pour les écoles, pour la santé, pour les possibilités d'emploi, etc., de la situation de citoyens israéliens deviennent de plus en plus réels. Donc, ils sont résignés à leur situation et ils pourraient rester résignés définitivement. Les Palestiniens qui sont citoyens jordaniens, eux aussi, bon, il y a ceux qui trouvent que c'est vraiment bien, il y a ceux qui pensent que ça serait mieux d'avoir un État palestinien différent de la Jordanie, mais que être citoyen jordanien n'est pas une situation insupportable. Les réfugiés au Liban et en Syrie pourraient eux aussi se persuader que les chances de revenir d'où ils ont été chassés ou dont ils en sont enfuis, elles sont nulles, et qu'il faut essayer de se reclasser, il faut faire pression, non pas pour pouvoir revenir en Palestine, mais pour pouvoir s'intégrer dans les pays où ils sont, ou émigrer vers d'autres pays. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux le font. Il y a des Palestiniens à Québec, certains qui ont immigré à cette époque-là, dans les années 60. Il y a des Palestiniens, beaucoup, qui vont émigrer dans les États du Golfe, à Koweït notamment, où se développe l'industrie pétrolière, où on a besoin de gens qualifiés, ils sont souvent bien scolarisés. Les Palestiniens réfugiés auraient pu eux aussi s'adapter à la situation, pas pour la rendre plus supportable. Et les gouvernements arabes, sans le dire ouvertement, auraient pu se désintéresser du conflit. Après tout, c'est ce qu'ils font maintenant depuis bientôt 40 ans. Pas depuis bientôt 40 ans, la libération de la Palestine a complètement cessé d'être une préoccupation des gouvernements arabes. Il y a 2 gouvernements arabes directement concernés, l'Égypte et la Jordanie, qui ont signé des traités de paix avec Israël, mais même les autres, ça fait très longtemps qu'ils ne se préoccupent plus sérieusement de la lutte du peuple palestinien. Pas le peuple palestinien, il peut vraiment se débrouiller tout seul. Donc le conflit, il aurait pu s'apaiser comme ça tranquillement. Et de la même façon, chez les Israéliens, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a parmi eux qui voulaient que toute la Cisjordanie soit annexée à Israël, et qui rêvaient d'avoir une occasion de le faire. Mais avec le temps, cette croyance, elle est de moins en moins forte. Et au milieu des années 60, la majorité des Israéliens, très clairement, sont persuadés que les lignes d'armistice de 1949 sont devenues les frontières de leur État et qu'elles vont rester ces frontières définitivement. Il y a une minorité d'entre eux pour lesquels ce n'est pas vrai, mais c'est vraiment une minorité. Et l'arrivée au pouvoir de cette minorité est extrêmement improbable. La crise de 1967 et la guerre de 1967 va remettre en cause tout cela et créer un conflit dont les possibilités de règlement sont beaucoup plus difficiles. C'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.